Merci Denis Père d'avoir accepté notre invitation qui inaugure la deuxième année d'IP Alumni. IP Alumni, on ne va pas s'autoproclamer entrepreneur, mais ce projet, on a fait le pari de le faire en septembre 2013. Voilà la première année d'IP Alumni qui est passée. C'est une année dynamique avec un programme de tutorat auquel beaucoup d'anciens ont participé pour accompagner les préparationnaires actuels. Des conférences, on en a fait 4 qui avaient réuni de nombreux anciens. Et puis on continue avec une nouvelle équipe, parce que c'est vrai que ce projet on l'a commencé à 4, désormais on est 12 dans cette association, et on a de nouveaux projets, donc je vous en parle très rapidement. On est en train de travailler sur l'annuaire de l'association, parce qu'une association d'anciens sans annuaire, bon, il faut qu'on le construise encore. Ensuite, on travaille sur de nouvelles conférences, et on maintient bien sûr le programme de tutorat qui est très cher à l'association et qui aide beaucoup les préparationnaires. Donc voilà, maintenant il est l'heure pour moi de passer la voix à Aurélien Delanoux, qui va vous faire une présentation au travers d'un portrait, afin de mieux connaître notre invité, M. Denis Père. Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Père. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On m'a confié une tâche délicate. Avec mes gros pinceaux, je vais tenter de dresser votre portrait sans bavure, de face ou de profil, comme il vous plaira en somme. Bon, je me lance. Alors, Denis Père, sexe masculin, cheveux blonds, yeux bleus. Et pour ce qui est des signes particuliers, nous allons voir ça. Vous poussez votre premier cri le 17 janvier 1963 à Lyon, capitale des Gaules, des Soyeux et du saucisson chaud. À 20 ans, vous intégrez l'ESSEC, vous vous distinguez rapidement en gérant d'une main de maître l'attribution des logements étudiants, ce qui vous gagne la gratitude de vos camarades en quête d'un toit à Cergy-la-Rieuse. Vous acquérez une première expérience de leader syndical en vous opposant fermement à la loi Savary. Mais ce qui vous démange déjà, c'est l'entrepreneuriat, goût que vous tenez peut-être de vos aïeux industriels dans la soie. Vous prenez la présidence de la junior entreprise et vous vous associez avec Supélec pour créer un GECOM, JE Commune inauguré par Laurent Fabius, alors Premier ministre, et le président d'HP, excusez du peu. Vous partez en stage aux États-Unis et puis au Japon, comme ouvrier de maintenance dans des usines de pâte à papier, ce qui vous dégoûta jamais de la paperasse. Jeune diplômé, vous rentrez en 88 chez Oracle, éditeur de logiciels en forte croissance. Vous y découvrez le monde des nouvelles technologies en tant que responsable commercial. L'idée de vous mettre à votre compte dans ce secteur fait son chemin et se concrétise en 1990 lorsque vous cofondez Business Object. Vous êtes en charge du marketing, de la clientèle et du développement international. Et au bout de 4 ans, Business Object est devenu le premier éditeur de logiciels dans le domaine des systèmes d'information. Votre réussite est couronnée par une introduction brillante au Nasdaq et un titre d'entrepreneur de l'année décerné par Business Week en 1996. Mais le monde ne vous suffit pas. En 1997, vous ajoutez une nouvelle casquette. Celle de Business Angel, en investissant dans des entreprises à fort potentiel de croissance. Vous entraînez dans votre sillage d'autres investisseurs via votre nouvelle association Croissance Plus. Votre objectif est d'infléchir la politique du gouvernement Jospin en un sens favorable à l'entreprise, alors même que le déplafonnement de l'ISF freine dangereusement l'investissement privé. Vous n'êtes pas épargné et faites à regret vos valises pour la Belgique, après que l'administration fiscale vous réclame un impôt qu'il vous est impossible de payer. À la recherche de vents plus cléments, vous prenez d'ailleurs le large et traversez l'Atlantique en catamaran courant 99. De retour à Bruxelles, vous entamez votre deuxième success story. Votre bébé s'appelle Kiala, excusez-moi d'avoir écorché ça, Kiala, et fait de la vente par correspondance. L'idée est de rendre la distribution de colis compatible avec des agendas professionnels chargés en généralisant le système de points relais. En moins d'1 an, Kiala domine le marché belge et s'étend progressivement à l'Europe entière. Vous rentrez en France en 2008, plus confiant quant à l'avenir du pays. Le quinquennat suivant se charge de tempérer votre optimisme. Une élection présidentielle et un tour de vis fiscal plus tard, alors que le cours des plumes de pigeon s'effondre, vous entrez dans l'arène politique en 2013. Au « moi président », vous répondez « nous citoyens », avec un programme résolument européen, pro-emploi et pro-entreprise, afin
de, je vous cite, réconcilier solidarité et prospérité. Votre parti compte 12 000 adhérents et réalise 1,41% des suffrages aux européennes après seulement un an d'existence. Le mois dernier, vous cédez la présidence du mouvement à Jean-Marie Cavada pour consacrer plus de temps à votre famille et, paraît-il, à un projet d'entrepreneuriat social. Vous ne vous reposez jamais. Et certainement pas ce soir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Denis Père. Avant de commencer la réjouissance, je précise que ce portrait a été réalisé par Charlotte Rochereau, qui est excusée ce soir, et que, monsieur le père, vous avez un droit de réponse à ce portrait si vous voulez rectifier ou préciser quoi que ce soit là-dedans. Il y a des petites inexactitudes, mais qui ne sont pas majeures. Non, ça reste très fidèle et très sympa et plein d'humour, donc c'est plutôt sympa de démarrer sur ce thème-là. Mais je corrigerai au fil probablement de la discussion les choses qui étaient un peu inexactes. Enfin, globalement, c'est très fidèle. Je suis ravi qu'il vous ait plu. Je passe la parole à Édouard pour la première question. Bonjour monsieur. On a été très intéressé par votre parcours et notamment par votre première aventure, celle de Business Object. À 27 ans, vous étiez salarié chez Oracle et d'un seul coup, vous vous êtes lancé dans une entreprise, dans l'entrepreneuriat. Comment expliquez-vous qu'on se lance dans cette aventure, qu'on quitte la sécurité du salariat et dans l'inconnu? Oui, moi, en fait, ça faisait longtemps que je voulais entreprendre, et d'ailleurs, la petite bio que vous avez fait, avec beaucoup d'humour encore une fois, reflète bien le fait que j'ai toujours voulu entreprendre. En fait, à l'ESSEC déjà, je m'étais lancé dans des aventures déjà très entrepreneuriales. J'avais cofondé effectivement une junior entreprise avec Supélec, qui avait connu rapidement un succès important. Et d'ailleurs, ça avait été pour moi l'occasion de me tester en tant qu'entrepreneur dans un contexte qui était plutôt confortable, avec une prise de risque qui était faible. Et ensuite, je suis allé dans l'industrie informatique, pas du tout par passion pour ce secteur-là, parce que j'étais absolument pas un geek passionné de technologie, mais parce que c'était un secteur en pleine croissance et qu'il allait offrir, selon moi, l'opportunité de créer un jour une entreprise. Et en fait, c'est venu assez vite. Ça faisait à peine 2 ans que j'étais chez Oracle, qui était à l'époque une société en très forte croissance. Il faut voir ce que ça représentait. C'est une société qui doublait tous les ans, pratiquement, en tout cas en France, pas tout à fait au niveau mondial, mais en France, elle doublait tous les ans. Donc c'était un contexte très très stimulant. Et le pari que j'avais fait, c'est qu'il y aurait des ruptures qui allaient se produire dans cet environnement qui se développait très vite. Et effectivement, on a découvert avec mon collègue Bernard Liotto, qui allait devenir mon associé, une opportunité de faire quelque chose. En fait, je l'ai découvert même au départ, c'était tout seul, comme un grand. J'avais un client qui était EDF, qui était la direction des études et recherches d'EDF, à Clamart, à laquelle j'avais vendu un produit qui s'appelait EasySQL. SQL, c'est le langage informatique des bases de données relationnelles comme Oracle. Donc c'est un langage très compliqué, et j'avais vendu un produit qui s'appelait EasySQL, qui était censé faciliter l'utilisation du SQL. En fait, ce n'était pas du tout le cas. Les gens d'EDF étaient furieux, ça se passait très très mal, et ils menaçaient de devenir une contre-référence dans tout EDF, qui était mon principal client, avec un potentiel énorme. Et donc j'ai commencé par un problème, en fait, et comme souvent les problèmes sont des opportunités, en cherchant à résoudre ce problème, j'ai trouvé l'opportunité de créer mon petit Oracle à moi, assez rapidement. Je suis allé voir la direction du marketing d'Oracle France, qui était dirigée donc par Bernard Liotto. Je lui ai dit, écoute, j'ai un problème, voilà ce qui se passe. Il me dit, écoute, appelle un tel, un Jean-Michel Cambeau, c'est un garçon qui est venu nous voir, un développeur indépendant, avec un bout de logiciel, en nous proposant de l'éditer, mais bon, nous, ça, on ne sait pas faire a priori, mais a priori, il a une réponse à ton problème. Donc j'appelle le Jean-Michel Cambeau en question, qui était un développeur indépendant qui travaillait dans un petit studio du Marais, qui effectivement était allé trouver Oracle avec ce produit, et je le présente à EDF, et EDF me dit, écoutez, c'est exactement ça qu'il me faut. Et donc à partir de là, on a essayé un peu pour la forme de convaincre Oracle France d'éditer le produit. Oracle France nous a répondu ce à quoi on s'attendait, qu'il n'éditait que les produits qui arrivaient de Redwood Shores en Californie, qui était hors de question d'éditer les produits inventés dans un studio du Marais par quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Ben, tout est parti de là. Alors j'ai fait une petite étude de marché
À travers les contacts que j'avais au sein du réseau Oracle, comme je m'occupais du secteur de l'énergie chez Oracle, j'ai appelé mes homologues que je connaissais en Angleterre, en Belgique, en leur parlant du sujet, en leur demandant ce qu'ils en pensaient, et j'ai eu des réponses très positives, des gens qui me disaient, écoute, oui, nous on a le même type de problème, petite étude de marché rapide. Le reste de mes collègues en France aussi me confirmaient qu'il y avait un besoin chez leurs principaux clients. Donc je dirais que la prise de risque, elle était relativement limitée, mais il y avait quand même effectivement une prise de risque. Et après, le challenge, ça a surtout été d'avoir un produit, parce que ce garçon, il avait un logiciel, mais qui n'était pas réellement un produit, qui manquait beaucoup de rigueur, de formalisme, donc il a fallu le faire travailler pour qu'il soit beaucoup plus rigoureux, puis il a fallu se l'approprier, le logiciel. On lui a proposé de s'associer à nous, il a refusé, donc il voulait rester indépendant, un peu comme un auteur, un peu comme Victor Hugo, touchant des royalties. Et donc on a signé un contrat avec lui où on lui a racheté les droits de son logiciel, sous forme de royalties uniquement, sur une société qui n'existait pas. Donc pour lui aussi, c'était un sacré pari. D'autant qu'il avait à côté une proposition de rachat des droits de son logiciel pour, à l'époque, 1 million de francs, une grosse somme à l'époque. Et on a réussi à le convaincre qu'il valait mieux signer avec une société qui n'existait pas des royalties sur un chiffre d'affaires futur qui n'existait pas non plus, plutôt que d'accepter un chèque sonnant et trébuchant d'une société qui existait. Donc ça a été le premier challenge qu'on a relevé et qui a marché. Il a fait confiance, et il a eu raison, parce que ça s'est extrêmement bien passé. Mais donc il y avait effectivement une prise de risque, mais qui était relativement limitée dans la mesure où on connaissait bien l'opportunité, on l'avait qualifiée, mais enfin c'est vrai qu'on a du jour au lendemain, on a démissionné, on a loué des petits bureaux, un centre d'affaires qui ne sentait pas très bon, à quelques centaines de mètres du siège d'Oracle France, et puis on est parti à la conquête du monde. Ouais, c'est vrai que c'était pas gagné. Ouais. Enfin, ça a marché. Vous avez dans toutes vos entreprises, dans tous les projets entrepreneurs que vous avez entrepris, si j'ose dire, eu des associés. C'était d'abord Bernard Liotto pour Business Object, puis Marc Fourier pour Cala. Je vous le pose cette question sans détour. Comment choisit-on un associé? Quelle complémentarité on doit trouver en lui, et d'après vous, quelles étaient les compétences, les qualités, les défauts de l'un et de l'autre qui ont fait que ça a marché? Oui, moi je me suis toujours associé effectivement avec des ingénieurs déjà. Je suis allé dans des métiers d'ingénieur, j'ai fait effectivement l'ESSEC comme vous l'avez rappelé, une école d'ingénieur, comme vous l'entendez, l'équipe est dessus, donc un peu le même profil. Je suis allé dans des métiers d'ingénieur, que ce soit l'édition de logiciels, que ce soit la logistique de e-commerce. C'est des métiers très sophistiqués, très complexes, très technologiques, de process, donc c'était pas évident pour quelqu'un qui, en tout cas c'était mon point de vue, qui avait un profil plutôt de gestionnaire, de réussir dans ces industries. Donc à chaque fois j'ai pris le parti de m'associer à un ingénieur. Donc ça c'était le premier choix, effectivement, la complémentarité de ce point de vue-là. Un centralien la première fois, un polytechnicien la deuxième fois, je ne sais pas si l'un était meilleur que l'autre, mais bon. Dans les deux cas j'étais plutôt content de mon association. Donc outre ce critère de formation et de compétences, il y avait évidemment une notion aussi de compatibilité d'humeur, bien sûr. C'était des gens avec lesquels je m'entendais très bien par ailleurs. Ce n'étaient pas des copains, c'est important à préciser. C'était des gens que je connaissais dans les deux cas professionnellement. Et ça, c'est vraiment essentiel. J'ai vu beaucoup d'associations qui tournaient mal parce que les gens s'entendaient bien en tant qu'amis, étaient plutôt des copains, mais ne se connaissaient pas professionnellement. Et se découvraient professionnellement dans le cadre de l'aventure entrepreneuriale. Et découvraient parfois les limites de leurs copains qui devenaient leurs associés tous les jours au quotidien au plan professionnel. Ce n'était pas mon cas. C'était des gens que je connaissais très bien au plan professionnel et qui me connaissaient aussi au plan professionnel. Donc il y avait un respect mutuel et une parfaite connaissance de ce que l'un et l'autre étaient capables de faire. Donc, mais c'était des gens néanmoins avec lesquels je m'entendais très bien. Bernard Liotto, j'étais parti avec lui faire plein de choses quand on était chez Oracle, avec le CE d'Oracle, on était allé faire du parapente, du ski, de la voile, etc. Donc c'était quelqu'un qui partageait un peu les mêmes passions que moi, qui avait les mêmes valeurs, et qui manquait pas d'humour. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, ce qui était plutôt très sympa dans le contexte dans lequel on était. Il aimait bien aussi apparemment mon style et ma personnalité. On était effectivement très complémentaires à beaucoup d'égards, au plan de la personnalité, au plan du style aussi, au plan des valeurs, c'est important, les choses importantes pour nous, auxquelles on tenait, et puis au plan des qualités professionnelles et de l'expertise. Et on s'est réparti les rôles très rapidement. Dans le cadre de Business Object, Bernard s'est occupé de la R&D, ce qui était assez naturel, et des finances. Et moi, je me suis occupé de tout le reste, c'est-à-dire vente, marketing, organisation. Donc j'avais 80% de l'effectif sous ma responsabilité, 100% du chiffre d'affaires. Et lui avait le reste, donc les 20% restants, mais qui était évidemment aussi une grosse responsabilité. Dans le cas de Kiala, Marc n'a jamais été opérationnel. C'était un choix qu'il avait fait, que j'avais fait aussi au départ.
Il était plus dans un rôle de coach, qui est un rôle qu'il avait déjà exercé avec d'autres entrepreneurs qui avaient très bien réussi. Il avait déjà coaché des camarades de l'X qui avaient monté, 2 camarades de l'X qui avaient tous les 2 monté des sociétés qui étaient rentrées au Nasdaq aussi. Et donc il avait une très bonne habitude de, je dirais, d'aider un chef d'entreprise à démarrer un projet, à le faire réussir. Vous avez parlé de formation. Vous parlez ce soir principalement à des préparationnaires ou à des étudiants actuels ou anciens d'école de commerce. Quel rôle votre formation commerciale a-t-elle joué dans votre parcours? Est-ce la prépa? Est-ce l'école qui vous a plus formé? Et éventuellement, quel conseil vous donneriez à ces étudiants qui éventuellement souhaiteraient se lancer? Tout a été important. La prépa, c'est une formidable école pour apprendre à travailler, quoi, hein, apprendre à s'organiser, apprendre à faire face à des défis d'absorption d'une quantité d'informations considérable, de restitution de ces informations sous une forme un peu structurée. On apprend à travailler en prépa, on n'apprend pas grand-chose d'autre, mais c'est déjà essentiel, quoi, hein. Ensuite, à l'école, j'ai appris les techniques de base du management, et puis surtout, je l'ai dit, j'ai eu l'opportunité en plus de me tester en tant qu'entrepreneur, ce qui était aussi une très belle opportunité, parce que quand on se lance dans la vraie vie et qu'on a déjà eu l'occasion de se tester dans un espèce de laboratoire, sur une espèce de paillasse de laboratoire qu'est l'école de commerce, et que ça a marché, on a un niveau de confiance en soi évidemment qui est très élevé. Et puis on connaît les erreurs à ne pas commettre, quoi, hein. Donc tout a été important. Le fait d'avoir un profil gestionnaire, vente, marketing, organisation, finance, dans ces métiers très technologiques, ça a été un atout énorme parce que c'est des profils qui n'étaient pas si répandus que ça. Et donc on arrivait assez facilement à faire la différence. Dans l'informatique, les gens qui étaient dans l'informatique à l'époque, dans le numérique, on dit aujourd'hui, dans le digital, c'était des ingénieurs, quoi, hein, donc très souvent, quoi, hein, donc des gens qui n'avaient pas forcément une vision marché, marketing, vente. Or, c'est complètement essentiel. On dit d'ailleurs dans la Silicon Valley, il y a un dicton qui dit que ça n'est jamais les meilleurs produits qui gagnent. C'est jamais les meilleurs produits qui gagnent. C'est le meilleur marketing, c'est la meilleure vente. C'est d'ailleurs, moi j'ai assisté pendant des années au combat entre Oracle et ses concurrents, en particulier une société qui s'appelle Ingress, qui a complètement disparu aujourd'hui, qui avait été montée par des chercheurs de Berkeley, donc des ingénieurs très très pointus. Oracle avait été montée par une bande de commerciaux brillants. Au bout du compte, c'est Oracle qui a gagné à plat de couture, quoi, hein, parce que meilleur marketing, meilleure stratégie commerciale, meilleure stratégie de communication, RP, etc. Tout en ayant un bon produit, mais un produit qui était considéré pendant très longtemps par les analystes les plus pointus comme inférieur à celui de Ingress. Donc cette dimension-là, elle a été clé, absolument clé pour réussir, encore plus aux États-Unis où il fallait réussir, parce que l'édition de logiciels, c'est un métier essentiellement américain, et une réussite mondiale, et une pérennité surtout, passait par une réussite américaine. Et les États-Unis, c'est avant tout le pays de Hollywood, quoi, hein. Donc on s'imagine toujours que voilà, la technologie prime, encore une fois, le marketing, l'image, la vente, la capacité à savoir se vendre est largement aussi importante, si ce n'est plus, que la dimension technologique. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait pas une dimension technologique majeure. On a beaucoup innové, on a même, à la différence de beaucoup de startups de la Silicon Valley à l'époque et depuis d'ailleurs, on a vraiment apporté une véritable innovation technologique qui a été brevetée, sur laquelle on a obtenu des royalties de nos concurrents à un moment donné, dans des proportions très significatives. On a touché plus de 30 millions de dollars de royalties de nos concurrents à un moment donné, au fil des ans. Donc on a vraiment innové technologiquement, alors que les startups de la Silicon Valley sont souvent des innovations commerciales. Oracle est une innovation purement commerciale. Oracle, ils ont repris la formule de la base de données relationnelle qui a été inventée dans les laboratoires d'IBM. Donc c'était une innovation IBM, et ils ont juste dit, nous on va rendre la base de données relationnelle portable, ce qui n'était pas du tout un exploit technologique, qui était purement une décision marketing. À l'époque, les gens qui vendaient des bases de données relationnelles, c'était les constructeurs informatiques comme IBM, comme Digital Equipment qui a disparu maintenant,
et qui simplement pour des raisons purement commerciales ne rendaient pas leur logiciel portable d'un environnement à un autre parce qu'ils voulaient garder leurs clients prisonniers dans leur système à eux. Donc Oracle a dit, moi je vais libérer les clients, je vais faire une base de données qui sera portable d'un système à un autre, ce qui était très facile techniquement, qui était une innovation purement commerciale. Donc nous on a vraiment innové technologiquement, mais il y a eu aussi une forte valeur ajoutée commerciale qui était absolument clé pour s'imposer à Hollywood. On imagine les Américains très extravertis, et pourtant il semble que vous leur ayez donné des leçons de marketing. Comment expliquez-vous Je ne sais pas si on leur a donné des leçons de marketing, mais on a été largement à leur niveau. C'est-à-dire qu'on a fait appel, on a vraiment fait ce qu'aurait fait une société de la Silicon Valley. Par exemple, on a parié très tôt sur le pouvoir des analystes dans l'industrie, des gens comme Gartner Group, comme Meta Group. Vous connaissez peut-être ces noms parce que ça existe toujours, ils sont toujours très influents. On est allé recruter un garçon qui travaillait pour qui s'appelait Perry Mitsotta, qui était un Américain d'origine japonaise, qui était un peu le gourou des RP dans ce domaine-là, qui connaissait tous les analystes. On a payé très cher pour qu'il nous rejoigne, et pour qu'il aille prêcher la bonne parole chez les analystes. Et ça a été clé, par exemple, comme idée. Plutôt que d'aller démarcher les clients les uns après les autres. Alors on l'a fait aussi, mais en parallèle, ce travail de fond qu'on a fait sur les analystes du marché a été clé parce qu'ils ont commencé à rédiger des notes très positives que lisaient les grands clients et qui tout d'un coup se disaient tiens, mais il faut peut-être qu'on voit cette boîte aussi, Business Object, quand on va chercher une solution Business Intelligence. Donc oui, non, on a juste fait ce qu'aurait fait une boîte de la Silicon Valley. Mais il faut savoir qu'une société française de technologie, souvent, elle ne fait pas ça, quoi. Elle est convaincue qu'elle a le meilleur produit et que ça va suffire. Enfin, j'exagère, mais c'est beaucoup ça, quand même, très souvent. C'est des sociétés menées par des ingénieurs, très souvent, qui sont archi convaincus de la supériorité de leurs produits, ce qui peut être le cas, d'ailleurs, mais qui donc ne vont pas nécessairement mettre en œuvre les recettes les plus élémentaires de la Silicon Valley. Donc, non, on a juste fait ce qu'auraient fait des Américains sérieux. Mais on l'a bien fait, ouais. Vous avez été précurseur en ces deux domaines qui étaient l'informatique et la logistique, et d'une certaine manière encore né un franc succès à la française. Mais j'aimerais presque retourner à la formule. Après le beau temps, la pluie, à quelle difficulté avez-vous été confronté? Quand avez-vous douté dans votre entreprise? Et comment vous en êtes-vous sorti? Les difficultés, il y en a eu forcément pas mal dans les deux aventures, qui sont très différentes en termes de nature. Il y en a une qui était un défi où il fallait s'imposer aux États-Unis dans un métier dominé par les Américains, où on avait zéro crédibilité, on était un peu les Américains qui venaient vendre du fromage à des Français, quoi, ou des réfrigérateurs, des Esquimaux, comme on dit aussi souvent. Donc c'est vrai que ça, c'était le défi. Le défi de Kiala, c'était de se confronter à des opérateurs postaux historiques qui étaient là depuis 400 ans en situation de monopole, et en réinventant la Poste, quelque part, et la Poste du XXIe siècle, qui avait des moyens absolument considérables, qui n'était plus toujours en monopole sur le marché sur lequel on allait, en tout cas en monopole légal, mais qui était en monopole de fait, très souvent. Donc c'était des challenges extrêmement différents, et donc avec des difficultés extrêmement différentes. Dans le cas de Business Object, c'était la réussite américaine qui était le défi, dont j'ai parlé. Dans le cas de Kiala, c'était de se confronter aux opérateurs postaux, et ce qui n'a pas été simple non plus. On a été très challengé par la Poste française à un moment donné, qui n'a pas du tout accepté de nous voir arriver sur son marché. Autant les postes belges, hollandaises, espagnoles, luxembourgeoises et autres contre lesquels on se battait se comportaient de façon parfaitement intègre et conforme au droit de la concurrence en particulier. La Poste française, pas du tout. La Poste française a vraiment cherché à nous tuer par tous les moyens, à tel point qu'on a dû les assigner dans l'autorité de la concurrence, et qu'on a réussi à le faire, en fait, à le faire faire par l'État français. C'est-à-dire qu'on a convaincu l'État français, autorité de tutelle de la Poste, représentée au conseil d'administration de la Poste, d'assigner la Poste française devant l'autorité de la concurrence. Et on a gagné en première instance, parce que le cas était assez choquant. Enfin, il fallait quand même arriver à convaincre l'État d'assigner la structure dont elle avait la responsabilité. Alors évidemment, avant de les assigner, ils ont commencé par appeler le patron de la Poste, qui était un peu gaillé à l'époque, qui s'est un peu foutu de leur gueule, et donc ils n'ont pas aimé, et donc ils sont allés à l'autorité de la concurrence. Enfin, il a
fait en sorte qu'il a fait traîner, il a expliqué qu'il ne contrôlait pas tout, etc. Bon, donc ils ont assigné. On a assigné derrière et 12 mois après, on gagnait en première instance. C'était pas simple parce que je siégeais moi-même à l'autorité de la concurrence à l'époque aussi, ce qui n'était pas du tout un atout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que la Poste l'a immédiatement utilisé contre moi en disant que je contrôlais l'autorité. J'aurais bien aimé. Et d'ailleurs, comme on se doutait qu'ils allaient le faire, je m'étais retiré de mes fonctions à l'autorité de la concurrence momentanément. J'allais au-delà d'ailleurs des exigences en matière d'éthique, du code éthique de l'autorité. Je n'étais pas du tout obligé de le faire, mais je l'ai fait pour éviter justement que les attaques de la Poste, dont on se doutait qu'elles allaient venir, aient prise. Et donc je me suis retiré. Ils ont quand même essayé de dire que bien que je ne siégeais plus, je les connaissais quand même très bien, et que donc, etc. Ça ne nous a pas empêché de gagner quand même. Donc oui, ça a été des combats homériques, où on n'est pas passé loin d'y passer d'ailleurs. Il a fallu qu'on reconstruise un réseau à un moment donné à toute vitesse, parce qu'ils avaient réussi à nous prendre notre principal sous-traitant français, en fait, qui était le groupe 3 Suisse, en signant un gros chèque, en faisant toutes sortes de choses, en faisant des pieds et des mains. C'était très facile, je veux dire. 3 Suisse travaillait avec eux, était leur principal fournisseur. En gros, c'était quasiment le PDG de la Poste qui décidait de la rentabilité de 3 Suisse à la fin de l'année, en fonction de la remise de fin d'année qu'ils leur faisaient sur les prestations qu'ils assuraient pour eux. Donc il y avait un niveau de contrôle qui était invraisemblable. Et donc on a réussi effectivement à se dégager de ce piège en reconstruisant à toute vitesse un réseau en France, en recrutant des milliers de relais, tout en ayant des clients en même temps. J'ai croisé Stéphane Trépose là, en rentrant, qui est un copain, qui était un de mes bons clients à l'époque, à travers Sarenza. Bon, il se souvient très très bien de l'été 2011, qui a été très très chaud, quoi. Bon, on a fait un changement de réseau en plein vol. On n'a perdu aucun client. Mais ça a été très chaud, quoi. Donc on a eu des défis considérables à relever dans tous ces combats. Et après, il y a eu plein d'autres difficultés classiques, managériales, recrutement, financement. On a dû lever de l'argent. C'est des projets comme celui-là, comme ceux-là. C'est des projets qui nécessitent beaucoup de capitaux, donc il faut lever de l'argent auprès d'investisseurs. Il faut ensuite leur offrir une liquidité, donc d'où l'introduction au Nasdaq avec Business Object 4 ans et demi après la création, effectivement, qui a été la plus réussie cette année-là au Nasdaq. C'était avant Google, avant Facebook, c'était quand même 230 millions de dollars de market cap le premier jour de trading à Wall Street. C'était la meilleure introduction cette année-là au Nasdaq. Et après 4 ans et demi d'existence, c'était marrant parce qu'il y avait début 95, il y a un classement qui a été publié dans le Wall Street Journal qui évaluait les IPO cette année-là au Nasdaq. Donc on avait la meilleure market cap de toutes les IPO de l'année. Et on était aussi la boîte qui avait levé pratiquement le moins d'argent, qui avait mis le moins de temps. Enfin, on était content parce qu'on battait nos petits copains américains sur tous les critères, quoi. Et d'ailleurs, c'était notre objectif avec Bernard. Dès le départ, ça a été de dire, on va prouver, c'était presque un projet politique, on va prouver que nous, Français, on est capable de faire aussi bien que les Américains dans ce domaine dans lequel ils sont les seuls à avoir jusqu'à présent réussi. Et on y est arrivé. Mais bon, et donc le financement a toujours été aussi un défi. Le financement de Kiala, c'était de l'infrastructure, donc il fallait un peu comme pour des trains, il faut commencer par avoir des voies ferrées avant d'envoyer les locomotives et les wagons, ou comme les réseaux de téléphonie mobile, il faut commencer par des antennes partout. Donc il fallait commencer par investir beaucoup d'argent, recruter des commerçants, les former, les équiper d'un terminal, etc. Tout ça coûtait beaucoup d'argent, donc c'était un projet très très lourd à financer. Donc tout ça, c'était des défis permanents. Le recrutement, c'était un défi constant, dont on s'est pas mal sorti globalement. Moi, c'est un domaine que je maîtrisais relativement bien, je veux dire, c'est probablement un truc que je comprends bien. Mais on a fait des conneries aussi. On a recruté un premier country manager aux États-Unis qui était une catastrophe chez Business Object, qui nous avait été recommandé par un de nos administrateurs américains. On a réussi à faire entrer deux angels américains, dont un qui était proche de mon associé. Il nous a planté, quoi. Enfin, il avait soi-disant validé les références du personnage, et en fait, ce garçon avait beaucoup menti sur son parcours. Quelque chose de très fréquent aux États-Unis. Et donc, il était à côté de la plaque, quoi. Donc, mais on a perdu 9 mois et quelques millions de dollars, quoi, bêtement. Donc, il a fallu le. Alors, on l'a gardé, ça c'est un truc qu'on fait aux États-Unis. On l'a gardé, mais dans un rôle différent, plus petit. Ça marchait. Voilà, il a accepté. Parce qu'on aurait perdu plus de temps et plus d'argent en le remplaçant. Il avait quand même appris des choses, il avait quand même un certain savoir-faire. On l'a mis dans une autre case, quoi, et puis il a accepté, et on a continué comme ça. Vous avez parlé de vos
vos succès. Vous avez été le premier entrepreneur français à être introduit au Nasdaq. Vous battiez vos camarades américains. Et donc, vous expliquez aussi dans votre projet politique Nous Citoyens que vous avez un très grand enthousiasme pour la France. La France est un géant qui s'ignore. Une surdouée qui s'ignore. Pas un géant. Un pays. surdoué. Un géant en termes de potentiel, oui. Comment expliquez-vous cet enthousiasme et ne craignez-vous pas être l'exception qui confirme la règle? Non, parce qu'il y a plein de belles histoires quand même en France, qui ne sont pas forcément très connues, elles ne sont pas forcément très médiatisées, mais il y a beaucoup de très belles ETI, des entreprises de taille intermédiaire, entreprises familiales. J'en croise régulièrement, j'en ai beaucoup croisé avant, au titre de Nos Citoyens aussi, parce que c'est des gens qui ont très vite adhéré à nos discours. Il y a de très très belles histoires, heureusement, et souvent sur des niches, des tout petits marchés en France, mais à l'échelle de la planète, des marchés considérables. Non, l'enthousiasme que j'ai, il est fondé effectivement sur ce qu'on a vécu. On s'est lancé 2 fois de suite avec mes associés et mes collaborateurs dans des secteurs dominés par les Allemands et les Américains. D'ailleurs, c'est ce qui nous intéressait. Moi, j'ai un côté face nord. Moi, j'aime pas les choses faciles. J'ai jamais fait. La facilité, ça aurait été de faire ce que font beaucoup de gens, et j'ai beaucoup de respect aussi pour ce qu'ils font, mais de prendre une idée américaine et de la développer en France. Voilà. C'est très bien, on peut faire fortune très vite en faisant ça. C'est beaucoup plus facile que d'inventer un truc qui existe nulle part, et en particulier aux États-Unis, surtout dans la technologie. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire des choses différentes. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et à chaque fois, on a réussi à jouer en Coupe du Monde, en partant de rien, en partant avec 10 000 euros. Business Objet, on a chacun mis 10 000 euros pour commencer. Et pourquoi? Parce qu'on avait avec nous des Français, et que les Français, ils ont au moins 3 qualités assez uniques et assez exceptionnelles. La première, c'est une capacité d'engagement exceptionnelle. Les Français sont des bosseurs. Alors, ce n'est pas des gens du PSUD que je veux dire ça, parce que vous bossez, mais vous n'êtes pas les seuls. J'ai eu sous ma responsabilité des gens issus de tous les grands pays du monde, des Allemands, des Anglais, des Américains, des Hollandais. Jamais je n'ai eu à renvoyer chez eux le soir ces gens-là. Alors que des Français, très souvent, à 8h, à 9h, à 10h du soir, je devais leur dire, écoute, il faut quand même que tu rentres chez toi, que tu aies une vie, parce que c'est sympa de travailler pour nous, mais bon, il faut quand même que tu aies une vie. J'ai fait ça très souvent avec des Français. Parce que c'est notre côté latin. On a une capacité d'engagement quand l'environnement est motivant qui est exceptionnelle. Et ça, je ne l'ai jamais beaucoup vu ailleurs. On a réussi à se créer la réputation d'un pays de Cossard avec les 35 heures, en les créant et en les maintenant, mais c'est totalement démérité, c'est absolument pas justifié. Ensuite, on a une créativité qui est exceptionnelle, qui est connue dans le monde artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. On a co-inventé, par exemple, l'aviation avec les Américains, l'automobile, on a inventé le cinéma à Lyon, on a inventé la photographie, on a inventé beaucoup de choses. On a une capacité à avoir des idées avant les autres, à les mettre en œuvre avant les autres. Et dans le monde actuel, c'est une opportunité historique de création de richesse et d'emploi. Parce qu'il y a des tas de ruptures en ce moment, il y a des tas de ruptures technologiques. Il y a la révolution numérique qui continue. Moi, j'ai surfé sur 2 vagues majeures de la révolution numérique. Sur la vague de l'enterprise software, du logiciel d'entreprise, sur la vague de l'e-commerce, et donc sur un sous-segment qui est le logistique de l'e-commerce. Mais la vague numérique, elle continue, on n'est qu'au début. Il suffit de lire la presse, il y a des startups qui démarrent du jour au lendemain, Instagram qui se font acheter des milliards de dollars en quelques mois. C'est démentiel, on n'a jamais vu ça, même dans l'histoire de l'économie mondiale. C'est des choses qui ne sont jamais produites. Donc la révolution numérique, elle est là, elle est bien là pour longtemps. Il y a la révolution verte, on doit réinventer des tas d'industries. Avec les défis de la décarbonisation, de la fin des énergies carbonées, du réchauffement climatique. Il y a énormément de choses à inventer dans ce domaine-là aussi. Et un pays qui a comme talent la créativité, la capacité d'avoir des idées avant les autres, il a des atouts exceptionnels dans ce contexte. Exceptionnels. Et puis enfin, on a une capacité à maîtriser la complexité qui est tout à fait exceptionnelle aussi. Le français, il a cet esprit cartésien, il a cette capacité à raisonner dans l'abstrait. Dans les réunions internationales, je ne sais pas si vous l'avez vécu, peut-être un peu jeune pour avoir déjà vécu ça, mais dans les réunions internationales, le français, c'est souvent le type qui voit la lumière avant les autres. Des discussions compliquées, sur des sujets très complexes, on a du mal à y voir clair.
Le français, c'est le gars qui, en général, va mettre tous les morceaux bout à bout et qui va réussir à trouver la solution. Alors, il est plutôt moins organisé que les autres, il est plutôt moins rigoureux, il est latin, mais ça s'apprend. On devient rigoureux quand on est immergé dans la mondialisation, on apprend à être à l'heure aux réunions, quoi, très vite. Hein, quand on est en retard à 2 réunions, on se fait taper sur les doigts, on apprend. C'est pas compliqué d'apprendre la discipline. Alors qu'apprendre la créativité et l'esprit de synthèse, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on a tout ça. Donc c'est ce qui me fait dire effectivement que la France est une surdouée qui s'ignore et a tout pour retrouver le plein emploi, la croissance et tout ce qui va avec. Puis on a en plus en héritage la marque France, hein, c'est ce que je dis souvent aussi. Il suffit de regarder autour de soi à Paris, hein, Panthéon, vous allez n'importe où. Moi je suis beaucoup voyagé en France à l'occasion effectivement du lancement de nos citoyens. Toutes les villes de France et même les villages sont absolument sublimes. Et cet héritage, il fait rêver le monde entier. Et il y a des classes moyennes aujourd'hui qui émergent aux 4 coins du monde, qui rêvent de s'acheter un morceau de France. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'avais votre âge, les marchés potentiels pour les produits français, c'était essentiellement les États-Unis et le Japon. Aujourd'hui, vous avez des classes moyennes qui émergent en Russie, en Chine, au Brésil, et qui rêvent de la France et qui ont les moyens de s'acheter un morceau de France sous la forme d'un parfum, d'une paire de chaussures, de vêtements, d'un voyage à Paris, d'un camembert, de ce qu'on voudra, d'une bouteille de vin. Tout ça, c'est un capital exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça. Il y en a un autre, c'est l'Italie. Mais réfléchissez bien, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ce capital-là. Et quand je vois la situation de la France, je vois par exemple la Suisse, je suis né pas très loin, je connais bien la Suisse. La Suisse, qu'est-ce qu'ils ont pour faire rêver? Ils ont le chocolat, c'est quand même pas exceptionnel. Nous, on a tout le reste. Et ben les Suisses, c'est le salaire médian en Suisse. Vous connaissez le salaire médian en Suisse? Salaire médian, 50% au-dessus, 50% en dessous. Hein. Vous faites des études d'économie, vous connaissez ça par cœur. Salaire médian en Suisse, 5 000 euros. Salaire médian en France, 1 700 euros. Les gens qui n'ont que le chocolat pour faire rêver. Et c'est pas le secret bancaire, hein, parce que quand on sort que c'est grâce au secret bancaire, non, le secret bancaire c'est fini depuis très longtemps. C'est l'industrie qui représente 22% du PIB contre 11% chez nous, 2 fois plus lourd dans le PIB suisse, qui fait qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont organisé une votation, je ne sais pas si vous avez suivi, pour créer un SMIC à 3 200 euros. Enfin, ils ont voté contre finalement, mais ils en ont débattu sérieusement. Vous connaissez le niveau de notre SMIC, hein, taux de chômage 2,6% quand on est à 10, voire plus. Et ils ont beaucoup moins de fonctionnaires que nous, donc il y a beaucoup plus d'emplois marchands. Taux de chômage des jeunes 6% contre 25% chez nous. Donc il y a un bug. On vous a vu intervenir dans On n'est pas couché, sur France 2 aussi récemment, et on a senti une certaine crispation dans les débats. Est-ce que vous pensez que ce message ne s'adresse pas tout particulièrement à des gens qui sont issus du système de la prépa et qui sont effectivement qui représentent l'élite de la France? Est-ce que ça peut rassembler à un niveau plus large réellement? Quand on parle d'emploi, il y a tellement de chômage aujourd'hui qui touche tout le monde, mais en particulier les plus modestes, que ça concerne absolument tout le monde et que ça touche tout le monde. Moi, ce dont je parle, quand je parle de ça, je parle évidemment de l'enjeu ultime de la réussite économique, qui est la création d'emplois. Avoir 6 millions de chômeurs aujourd'hui dans toutes les catégories, 500 chômeurs de plus par jour, 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est un scandale. Quand je parle du potentiel de la France et du fait que c'est une surdouée qui s'ignore, je dis aussi il est absolument scandaleux, compte tenu de ses capacités, qu'on ait un tel niveau de chômage. Et ça concerne tout le monde et tout le monde comprend très bien. Après, s'il y a des crispations, c'est pas parce que ça concerne pas tout le monde, mais c'est parce que c'est un discours de vérité que beaucoup de gens n'ont pas envie qu'on tienne et que beaucoup de gens n'ont pas envie d'entendre. Parce que ça Je me disais bien qu'à un moment on finirait par parler politique. Vous m'avez mis sur la voie. Vous avez donc, je le rappelle, vous avez fondé Nos Citoyens en 2013 afin clairement de faire de la France une vraie terre d'entrepreneurs, de faire de l'entrepreneuriat une priorité nationale. Vous partez du constat que la politique est trop professionnalisée, bien trop. Vous souhaitez rendre le poids à la société civile et en vous appuyant sur elle comme une force de proposition et d'initiative.
Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez résumer en quelques grandes lignes le programme de votre parti? Bah, vous l'avez fait, c'est bien. Non, principalement vos mesures. Oui, ce qu'on dit, effectivement, le constat, je l'ai un peu évoqué, mais le pays est bloqué aujourd'hui. Hein, il n'arrive pas à entrer dans le 21e siècle, il n'arrive pas à se réformer. Ce qui a été à l'origine de mon engagement et de celui de tous les gens qui nous ont rejoints, ça a été toute une série de choses, mais ça a été en particulier la présidentielle de 2012, où la situation du pays était déjà très grave, la dette de la France venait d'être dégradée, comme vous vous en souvenez probablement, vous avez étudié ça, j'en suis sûr. Le taux de chômage était à des niveaux stratosphériques déjà, et on ne nous parlait pas de façon sérieuse de s'en occuper. Hein, on avait créé encore des emplois jeunes subventionnés, des quasi-emplois de fonctionnaires, qui ne sont absolument pas des emplois d'avenir. Et on a eu droit à un débat qui était totalement inintéressant. On a eu une présidentielle pour rien. On nous a parlé de viande halal, du coût du permis de conduire. Je ne dis pas que ce pas des sujets, mais enfin, ce pas des sujets absolument fondamentaux quand on connaît la situation du pays. Et on a même vu en fin de campagne les partis de gouvernement, dits de gouvernement, reprendre les thématiques des extrêmes. La droite, pour qui c'était la faute aux étrangers, et la gauche, pour qui c'était la faute aux riches. En gros, c'était le discours des boucs émissaires. Et puis pour tous, c'était la faute à l'euro, à l'Europe, à Merkel, aux Chinois, aux Allemands, à tout ce qu'on voudra, sauf à nous. Nous, on avait zéro responsabilité, tout allait bien, il n'y avait rien à changer. Donc on a été un certain nombre à trouver ça complètement scandaleux. Et effectivement, nous, on appelle à 3 ruptures. Première rupture dans le fonctionnement de la vie politique. La vie politique, elle est dominée par 2 profils. Elle est dominée par des politiques de carrière, des gens qui sont là depuis toujours, pour toujours, qui ne pensent plus qu'à leur intérêt personnel, à leur petite carrière, qui ne pensent plus du tout à l'intérêt général, qui commencent à 26 ans comme Mère Neuilly et qui n'arrivent pas à s'arrêter. Qui, à 40 ans, découvrent qu'ils sont députés, qu'il faut remplir une déclaration d'impôt tous les ans. Et qui, dans le même temps, je vous le rappelle, siège à la commission des finances, et s'époumode à dénoncer les abus fiscaux et la fraude fiscale. Le même bonhomme, qui ne remplissait pas sa déclaration d'impôt. Donc des gens qui sont complètement hors sol. Pas tous, mais pour beaucoup. Parce qu'ils vivent coupés des réalités. Quand on fait de la politique toute sa vie, on est coupé des réalités. On ne pense plus qu'à la prochaine élection. Ça devient un enjeu de salaire, de statut social. Et on n'est plus du tout là pour servir l'intérêt général. Donc on a appelé à limiter le nombre de mandats, par exemple, dans le temps. Et puis on a un deuxième profil dominant, ce sont des fonctionnaires. On a la chance d'avoir des fonctionnaires de grande qualité en France. C'est un des atouts du pays même. Quand on rentre dans la fonction publique en France, en général, c'est pour servir l'État. Donc c'est un des vrais atouts du pays. Néanmoins, c'est une force de travail qui est très peu valorisée, hein, avec des méthodes très traditionnelles, hein, méthodes de management qui reposent sur le vieillissement, hein, le GVT, le glissement vieillesse-technicité. Plus vous vieillissez, plus vous êtes promu. Hein. C'est pas comme ça qu'on pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Hein. Ça, on le sait bien dans les entreprises et partout dans le monde, d'ailleurs, dans toutes les organisations développées. Et par ailleurs, on a trop de fonctionnaires en politique. Pour une raison toute simple, c'est que quand on est fonctionnaire élu puis battu, on trouve son job avec l'ancienneté. Quand on vient du privé, on a Pôle emploi et ses yeux pour pleurer. Moyennant quoi, on a à l'Assemblée 55% de fonctionnaires, c'est le chiffre officiel, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population active. Donc on en a pratiquement 3 fois plus que ce qu'on doit en avoir. Ce qui est d'abord un immense déni de démocratie. Il n'y a absolument aucune raison qu'une fraction de la population domine à ce point-là la vie politique. Ensuite, ça a des conséquences très concrètes. La première, c'est que quand on est fonctionnaire, on ne connaît que le fonctionnement traditionnel de l'État, on ne connaît que le GVT. Donc on a beaucoup de mal à imaginer un État moderne, digital, décentralisé, un État du 21e siècle. On connaît l'État du 19e siècle. Du 20e siècle, début du 20e siècle. On ne connaît pas l'entreprise non plus, donc on s'en méfie. Si on ne connaît pas, on s'en méfie. En plus, il y a de l'argent qui circule, donc bon. Et donc on a une relation très compliquée avec l'entreprise, qui est souvent une relation très émotionnelle. Donc on ne prend pas les bonnes décisions concernant l'entreprise. Et puis enfin, on ne connaît pas le monde, sauf les fonctionnaires du Quai d'Orsay, on ne connaît pas le monde. Donc on est souvent séduit, pas toujours, heureusement, il y a tas de fonctionnaires clairvoyants, mais on est souvent séduit par un discours qui consiste à se replier sur soi, et on ne voit pas que la France est une surdouée ici. Donc ça doit s'arrêter, d'après nous, très vite. Un fonctionnaire élu doit, dans tous les pays d'Europe, pratiquement tous les pays d'Europe, doit démissionner. En Angleterre, ils vont plus loin que ça, ils disent qu'un fonctionnaire candidat doit démissionner. Ils estiment que le conflit d'intérêts démarre à ce moment-là. Ensuite, on appelle à une rupture dans le fonctionnement économique et social du pays. On a fait toute une série de propositions sur la façon de créer 2 millions d'emplois en 5 ans. Quand on a été entrepreneur pendant des années, pendant 22 ans comme moi, qu'on a créé des emplois dans beaucoup de pays, en France, mais dans aussi beaucoup d'autres pays, on sait très bien, là où on a envie d'en créer, là où on n'a pas envie d'en créer.
On sait par exemple que le CDI en France est un problème. Quand on signe un CDI, on a la main qui tremble. Parce que s'il se passe quoi que ce soit, si la conjoncture se retourne, déboucler un CDI est quelque chose d'extrêmement complexe, extrêmement coûteux. On va se retrouver très souvent au prud'homme, on va se retrouver à perdre très souvent au prud'homme, à devoir payer 100 000, 200 000, 300 000 euros d'indemnité. Pour une PME, c'est la fin. Donc, donner une chance à un jeune aujourd'hui, c'est potentiellement mettre en péril la vie de l'entreprise. C'est un chef d'entreprise qui a signé des centaines de CDI, des milliers de CDI qui vous le dit. Et moyennant quoi, on ne signe plus de CDI. Il y a un tiers des PME aujourd'hui, c'est une étude qui a été faite par la société Companeo récemment sur un échantillon d'1 million d'entreprises. Il y a un tiers des PME françaises qui sont en sous-effectif, qui recrutent le moins possible, le plus tard possible. Et donc, qui paye les pots cassés de cette situation? C'est les jeunes. Vous serez diplômés, de belles écoles, on peut espérer que vous en souffrirez moins que les autres, mais c'est les gens les plus éloignés d'emploi, donc c'est les jeunes et les seniors qui se retrouvent en CDD, en stage, en intérim. Donc, on a fait des propositions là-dessus, par exemple, on a proposé ce qu'on a appelé nouveaux droits, nouveaux devoirs. On ne veut pas retirer des droits aux salariés, on veut juste un autre équilibre différent. On a dit qu'il faut augmenter les indemnités de chômage de 50%. On passait de 20% par mois par d'ancienneté à 30%, 50% d'augmentation. Et en contrepartie, on dit par contre, le motif de licenciement ne doit pas être une source de contentieux au prud'homme. Ce qui est le cas dans tous les pays qui ont trouvé le plein emploi, comme la Suisse, qui est à 2,6% de chômage, je vous rappelle, avec beaucoup moins de fonctionnaires. Donc, on a fait une série de propositions comme ça. On a repris des propositions de la CFDT aussi, qui sont très intéressantes. Alors, ce qui est assez frappant, c'est que la CFDT fait des propositions très futées sur des vrais problèmes qu'ils ont parfaitement compris dans le fonctionnement des entreprises, et ils les font depuis les années 90. L'autre jour, j'étais à Lyon avec Jean Caspar, qui est l'ancien secrétaire général de la CFDT, je débattais avec lui. Chaque fois que j'avançais mes propositions, il intervenait, il disait « Ah oui, non mais ça, moi je le dis depuis 1994 ». Je dis « Ah bah oui, mais c'est dommage, il n'y a jamais eu un seul mouvement politique qui a repris vos idées. Nous, on est le premier. » Ils font des propositions, par exemple, sur la façon de régler un problème majeur qu'ils ont parfaitement identifié. Je me suis assis en face d'un responsable CFDT chargé de l'industrie chez eux, qui est un ancien contremaître d'une entreprise de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, qui est les pieds sur terre, donc, et qui m'a dit Monsieur Père, il faut se préoccuper des contraintes qui pèsent sur les chefs d'entreprise. Je dis Vous êtes délégué CFDT? Et eux, oui. Il faut se préoccuper des contraintes qui pèsent sur les chefs d'entreprise aujourd'hui en France. Et en fait, il y a toute une série de contraintes, vous ne connaissez pas ça encore, mais j'espère qu'ici, à ce que vous arrivez sur le marché du travail, tout ça aura changé, mais quand vous êtes chef d'entreprise, vous devez vous occuper de ce qu'on appelle la gestion paritaire en entreprise, donc c'est l'organisation des CE, des CHSCT, ça vous parle peut-être pas, mais qui demande un formalisme énorme, qui si ce formalisme n'est pas respecté, vous êtes susceptible d'avoir des sanctions pénales. Et donc, nos chefs d'entreprise passent une bonne partie de leur temps dans les PME, bien sûr, dans les grands groupes, ils sont structurés, ils payent les organisations, ils perdent une grosse partie de leur marge à rien faire ça, mais c'est pas grave, ils font du business aux quatre coins du monde, donc c'est pas grave, ils font des profits ailleurs. Mais dans les PME, c'est le patron qui va gérer ça, et qui va passer son temps à aller de CE en CHSCT, en convocation, en réunion, en compte-rendu, en ceci, en cela, plutôt que de s'occuper de ses clients, de ses produits, et de développer ses sociétés. Il y a une étude qui a été faite, une étude comparative qui a été faite par la Fédération de l'industrie mécanique, qui montre que ces contraintes-là en France sont les plus chères d'Europe, de très très loin. Le deuxième du classement, c'est l'Italie, où c'est 4 fois moins cher. Donc c'est un problème majeur que la CFDT a identifié, et ce qu'ils disent, nous en fait, on a demandé ça, on a obtenu toutes ces contraintes, parce que voilà, on voulait avoir un levier sur le chef d'entreprise, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de participer aux décisions. Et donc on est prêt à laisser tomber une bonne partie de ces contraintes, à nettoyer tout ça, pas à supprimer, mais à alléger considérablement, en échange de la possibilité de siéger au conseil d'administration des entreprises. Et ils demandent un poste sur 6. En Allemagne, ils sont à 1 sur 2, donc c'est très raisonnable. Ils demandent un poste sur 6. Et nous, on est parfaitement d'accord. On pense que c'est une très bonne idée. Associer les salariés au conseil d'administration, c'est une façon d'améliorer la qualité du dialogue social de façon phénoménale, et en contrepartie, bien sûr, de nettoyer considérablement toutes les contraintes inutiles qui pèsent aujourd'hui sur le chef d'entreprise et qui font que nos boîtes sont dans une santé financière, c'est une des raisons, c'est pas la seule, une santé financière très très compromise aujourd'hui. Les entreprises françaises sont les moins rentables d'Europe, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est entre autres à cause de ça, c'est pas la seule raison. Donc voilà, ça c'est le deuxième volet. Le troisième et dernier volet, c'est un changement, c'est une rupture dans la gestion des affaires publiques, où on a une dépense publique qui a explosé ces 40 dernières années, qui est passée de 40 points de PIB en 1974, qui était la dernière année d'excédent budgétaire, à 57 points de PIB, comme vous le savez sûrement, 17 points de PIB supplémentaires en 40 ans,
C'est comme si on avait créé un deuxième État régalien à côté de l'État existant, c'est 340 milliards d'euros. L'État régalien, c'est 370, 30 milliards près. Responsabilité partagée par la gauche et la droite, qui sont alternés, la gauche était voir pendant 17 ans, la droite pendant 23 ans pendant cette période. Le résultat, c'est un État qui pèse lourd, qui veut tout faire. Quand on veut tout faire, on ne peut pas tout bien faire. Donc il y a beaucoup de gaspillage à tous les étages de l'appareil administratif. On a construit la moitié des ronds-points d'Europe dans ce pays, en ayant 12% de la population européenne. On a 40% des communes d'Europe, avec nos 36 000 communes, pour 12% de la population européenne. On a des taux d'absentéisme invraisemblables. On a 39 jours, par exemple, à la mairie de Montpellier. C'est 2 mois. En moyenne. Qui sont encore plus absents que ça. Et ça vient s'ajouter à 7, 8, 9 semaines de congés payés. Et je racontais ça l'autre jour à Dunkerque, justement, le soir où je devais aller chez Ardisson, j'étais à Dunkerque. Je racontais ça, et les gens me disent, alors je croyais détenir le record de France, ils me disent, ah non, le record de France c'est ici, monsieur Père. Conseil général du Nord-Pas-de-Calais, 65 jours d'absentéisme en moyenne par employé et par an. 3 mois. 3 mois. Qui viennent s'ajouter à, en général, 7, 8, 9 semaines de congés payés. Les gens travaillent à mi-temps. Sont payés à plein temps, mais ils travaillent à mi-temps, et les gens, en général, ont un autre job à côté. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que plutôt que de demander aux gens de faire les heures pour lesquelles ils sont payés, ce qui serait quand même la moindre des choses, et de mettre en place des politiques pour motiver les gens, évidemment, à être là aussi, parce que s'ils ne sont pas là, s'ils sont absents, c'est qu'ils ne sont pas motivés non plus. Donc, pour motiver les gens à être là, eh bien, on va aller taper dans les prestations sociales. Donc, on va aller remettre en cause le quotient familial, on va supprimer l'universalité des allocations familiales, plutôt que de simplement demander aux gens de faire les heures pour lesquelles ils sont payés. Donc nous, on préconise 2 grandes séries de mesures, des mesures de productivité, parce qu'on a un vrai problème de productivité dans la fonction publique. Donc évidemment, chasse à l'absentéisme, réinstaurer les jours de carence, quand ils ont été supprimés, on a vu l'absentéisme augmenter juste de 40%. Revenir à 5 semaines de congés payés, c'est déjà beaucoup, plutôt que 8 ou 9. Repasser à 39 heures, mais pas payer 35, parce que ça ne marchera pas, payer 36. Mais l'heure de plus sous la forme d'un bonus, qui motivera les gens en fonction d'objectifs. Retraite à 65 ans, etc. Tout un volet productivité, et bien sûr des vraies mesures de motivation des équipes. Une politique de gestion des ressources humaines moderne, comme il en existe, beaucoup d'autres sont bons. Et puis tout un volet organisation avec une vraie décentralisation, mais une décentralisation de pas mal de fonctions, de l'éducation en particulier, mais pas seulement, de la police, beaucoup de fonctions même régaliennes, mais une décentralisation très contrôlée financièrement, où on ne va pas donner la capacité aux collectivités de lever beaucoup d'impôts. Aujourd'hui, il y a un ratio 70-30 où ils collectent 70% des ressources en local, ils obtiennent 30% des ressources en centrale. On veut inverser ce ratio. Et on veut fusionner les communes et les collectivités de communes, qu'il n'y ait plus de notion de commune, sauf à avoir ce qu'on a dans les grandes villes comme Lyon et Paris, des maires d'arrondissement qui s'occupent de l'état civil, de la relation locale, je dirais, mais qui n'ont plus des services administratifs pléthoriques avec eux, qui entraînent des coûts absolument démentiels. Donc voilà le genre de mesures qu'on préconise. Vous pouvez aller sur Internet pour voir son rôle, parce que c'est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus réfléchi. Et donc 3 grandes ruptures qui sont de nature à permettre au pays de retrouver la croissance, le plein emploi, la capacité à vivre ensemble et la fierté d'être français. Et on fait ça, pour terminer, j'en finirai là, dans un esprit avec des valeurs assez simples, mais je pense assez saines. On cherche à réconcilier solidarité et prospérité. Nous, on croit à une vraie solidarité. Une vraie solidarité, elle s'occupe de ceux qui en ont vraiment besoin. Des gens qui dorment dans la rue. 400 morts dans la rue en France l'année dernière. C'est un vrai sujet. On ne croit pas à la pseudo-solidarité qu'on nous sert en France aujourd'hui. Pseudo-solidarité, c'est des gens qui partent à la retraite à 50 ans à peine révolus. C'est Anne Hidalgo à 54 ans. Ah non, quand je dis ça chez Ruquier, par exemple, oui, forcément, ça fait des vagues. Anne Hidalgo à 54 ans. Oui, elle est partie à la retraite à 54 ans. C'est scandaleux. Là, elle touche sa retraite plein pot tout en étant maire de Paris. Bien sûr, on peut faire de la politique quand on est à la retraite à 54 ans, plein pot, faire plein de choses à côté. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup en politique, bien sûr. Elle était inspecteur du travail, passage. Ou Alain Juppé, il y en a pour les deux côtés, qui est parti à la retraite à 57 ans. Alain Juppé, le recours, qui je ne sais pas comment il va faire pour aller expliquer aux Français qu'il faut partir à la retraite à 65 ans alors qu'il a exercé ses droits à 57 ans. J'ai pas encore compris, moi, comment il allait faire ça. Mais bon, ça va être intéressant. Donc ça, c'est pas la vraie solidarité, c'est la pseudo-solidarité. C'est du pipeau, c'est du bullshit, comme on dit aux États-Unis.
Donc on est favorable à une vraie solidarité. Pour avoir des politiques de solidarité ambitieuses, il faut un environnement prospère. Et pour avoir un environnement prospère, il faut encourager toutes les formes d'initiative entrepreneuriale, depuis l'artisan, le commerçant du quartier, la profession libérale, jusqu'à l'entrepreneur qui part à la conquête du monde avec ses idées. Et arrêter de pénaliser, de sanctionner, de stigmatiser, de punir systématiquement ces gens-là, comme c'est le cas aujourd'hui. La meilleure preuve, c'est qu'ils vont défiler la semaine prochaine, le 1er décembre, les chefs d'entreprise descendent dans la rue. C'est historique, ça s'est jamais fait, parce qu'ils en ont marre. J'aurais une question sur la méthode. Vous avez donc créé un parti politique. Beaucoup d'autres entrepreneurs en France choisissent des voies tout à fait différentes. Par exemple, je pense notamment à Xavier Niel. Vous aviez avant cela créé une association et un collectif, Croissance Plus, pour influencer les politiques. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le modèle du parti politique est encore possible en France, au vu notamment de la progression de nos citoyens et de votre récente décision de prendre un peu de champ par rapport au parti? Alors, Xavier Niel, c'est un entrepreneur remarquable, ça a été un excellent client chez Kiala. Free a été un très très bon client. J'ai beaucoup de respect pour lui, au moins à ces 2 titres. Mais Xavier, il est sur un combat qui est différent. Il n'est pas sur un combat politique. Il fait des choses remarquables pour essayer de dynamiser effectivement l'initiative entrepreneuriale en France. Et je trouve que c'est bien parce qu'un type qui a cette réussite-là, décider d'assumer le fait d'être un symbole et de l'assumer positivement, c'est bien. D'ailleurs, même quand il dit que la France est un paradis fiscal, d'ailleurs, sur les critères dont il parle, il a raison. Ce que j'ai dit sur France 5 hier, on a essayé de me coincer là-dessus, on me disait, ouais, paradis fiscal. Oui, il a raison sur les critères en question. Il parlait de la plus-value. Oui, grâce à nous d'ailleurs, grâce au combat des pigeons, dont j'ai fait partie, effectivement, la plus-value était à un niveau à peu près raisonnable. Et revenu à un niveau à peu près raisonnable. Mais en dehors de ça, la France est une catastrophe, mais c'est bien que Niel, compte tenu de son parcours, tienne un discours positif pour ne pas décourager les jeunes entrepreneurs. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et on ne peut que se féliciter qu'un type qui a ce parcours-là décide d'assumer pleinement le fait d'incarner effectivement une magnifique réussite entrepreneuriale et essayer de donner l'exemple. Sur le combat de nos citoyens par rapport à Croissance Plus, on l'a créé parce qu'il y avait un environnement qui se dégradait pour les entreprises de croissance, qu'on a réussi à peu près à rééquilibrer. On n'avait pas mentionné tout à l'heure la première grande victoire de Croissance Plus. En fait, il y avait 2 problèmes. Il y avait l'ISF déplafonné, on n'a pas eu de résultat, mais il y a eu aussi les charges sociales rétroactives sur les stocks options. C'est un peu technique, mais à l'époque, on avait nous donné des stocks options à tous nos collaborateurs, donc on permettait aux salariés de devenir actionnaires en fait, et de partager la réussite de l'entreprise. C'était un beau projet socialiste d'ailleurs. C'était le capital aux mains des travailleurs. Mais c'est très efficace. C'est quelque chose qu'on a perdu de vue d'ailleurs en France, que De Gaulle avait bien compris l'importance avec la participation. Vraiment permettre, c'est normal et c'est logique et c'est efficace de permettre à tous les collaborateurs de partager la réussite de l'entreprise et la création de richesse quand il y en a, bien sûr. Donc c'est ce qu'on cherchait à faire. L'État à ce moment-là cherchait de l'argent déjà, et donc puis il y avait eu des abus de quelques grands patrons comme souvent, et donc avait décidé d'imposer des charges sociales rétroactives. Ça nous faisait passer du profit à la perte du jour au lendemain. Notre directeur financier, qui était un brave américain du Middle West, Bob, me dit un ancien de KPMG, me dit Denis, je ne peux pas expliquer ça aux Fidelity, aux grands fonds de pension qui sont actionnaires, ils ne comprendraient pas que du jour au lendemain on risque de passer du profit à la perte à cause d'une loi un peu débile. Et au passage, tu es responsable sur tes biens propres. Bonne chance, parce qu'on a aussi des class action. Bon, ça c'est un autre défi dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais donc ça c'était un problème qu'on a eu chez Business Object. Donc on a créé Croissance Plus à ce moment-là. Là-dessus, on a obtenu gain de cause assez vite du gouvernement Jospin, effectivement, ce qui m'a permis de commencer à relativiser le clivage droite-gauche. Il y a des gens bien des 2 côtés, il y a des gens moins bien des 2 côtés. C'était en l'occurrence le gouvernement Juppé qui avait créé ces 2 problèmes. Vous avez compris que je ne l'aimais pas beaucoup. Pourquoi? Ce n'est pas la seule raison. Et donc, mais comme quoi la droite fait beaucoup de bêtises aussi. Enfin, je veux dire, c'est très partagé, l'incompréhension de l'économie. Très très partagé, à gauche et à droite. Et la plupart de nos dirigeants politiques n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise de leur vie. Donc c'est assez normal, finalement, qu'ils ne comprennent pas et qu'ils fassent beaucoup d'erreurs. Donc on a réussi à corriger ça en obtenant en fait une suppression de la rétroactivité, en obtenant la création d'un mécanisme qu'on appelle les bons de créateurs d'entreprise, qui sont utilisés par toutes les startups de France et de Navarre, et par Iliad en particulier, qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, écoute, ton truc c'est super, c'est ce qui nous a permis d'attirer des collaborateurs de haut niveau dès le départ. Donc Xavier Niel est très content des bons créateurs d'entreprise qu'on a fait créer à l'époque.
Donc là-dessus, on a obtenu gain de cause. Mais ce dont je me suis rendu compte très vite à travers Croissance Plus, c'est que on n'aurait pas un impact majeur sur le système, et que le système, malheureusement, compte tenu d'un certain nombre de problèmes de fonctionnement dont j'ai parlé tout à l'heure, du fonctionnement de la vie politique, il fallait aller beaucoup plus loin pour le faire changer. Il ne fallait pas juste être un think tank, il fallait rentrer dans le jeu politique et il fallait faire peur aux politiques. Et leur faire peur de perdre leur job. Et je peux vous dire, ça marche. Et je vais donner un autre résultat aux européennes auquel vous faisiez allusion il y a 2 minutes. Moi, j'en suis extrêmement fier. En moins de 6 mois, on a eu une notoriété relativement faible, forte dans les milieux économiques, mais faible en dehors. On a fait 1,4. On a fait 3 fois plus que des vieux briscards qui étaient là depuis toujours. Des Corinne Lepage, des Olivier Besancenot. Et quand on regarde le score en détail, on se rend compte que dans les zones, il y a un écart type qui est démentiel. Dans les zones où j'avais une notoriété forte naturellement de par mon parcours d'entrepreneur, donc alors c'est bien sûr les banlieues où il y a des CSP+, des cadres, des chefs d'entreprise, on fait 10, 15, 20%. À Bondu, à côté de Lille, on fait 19%. Dans plusieurs bureaux de Rueil, on fait 20%. À Saint-Didier-au-Mont-d'Or, à côté de Lyon, on fait 10%. Et donc on voit bien que le discours a un potentiel considérable quand il est porté par quelqu'un qui a une forte notoriété. Et donc la décision que j'ai prise effectivement il y a 2 mois, en septembre, de faire appel à Jean-Marie Cavada, ça a été de dire pour progresser rapidement en notoriété, il nous faut quelqu'un de beaucoup plus connu que moi. Une notoriété, ça se construit, mais il faut du temps. Jean-Marie, il est connu de la France entière. Il n'est pas très connu de votre génération, mais votre génération ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, malheureusement, pour de bonnes raisons, parce que la politique n'est pas très intéressante en France, il ne se passe pas grand-chose. Mais la génération qui s'y intéresse encore connaît très bien Jean-Marie Cavada, et a plutôt une bonne image de Jean-Marie Cavada. Il a animé pendant 15 ans La Marche du Siècle, qui a été une des plus grandes émissions de France Télévisions. Et donc, il a cette notoriété supérieure à la mienne. Il a accès beaucoup plus facilement que moi aux médias politiques, puisque c'est un ancien journaliste, il les connaît tous. Il s'entend bien avec eux. Il est légitime à leurs yeux, puisque c'est un élu. Il est député européen. Il a démissionné au passage de toutes ses fonctions à l'UDI. Il était vice-président de l'UDI, il a démissionné. Et il nous permet de mettre en œuvre une gouvernance de mouvements politiques modernes, comme il en existe dans les pays du nord de l'Europe, en Allemagne en particulier, où le président du mouvement n'est candidat à rien, ce qu'a dit Jean-Marie plusieurs fois, mais va développer le mouvement et va faire en sorte qu'on ne soit pas dans le modèle un peu traditionnel français, où le président est le candidat, et donc le parti devient un écurie présidentielle, et donc ne travaille pas. Ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on fait, vous l'avez compris, nous, dès le départ, on a une démarche programmatique très ambitieuse, on a réuni des commissions très larges, très sophistiquées. On a eu la chance de mobiliser des gens de très bon niveau. On a beaucoup de magistrats de la Cour des comptes, on a beaucoup de fonctionnaires de Bercy qui nous aident dans notre réflexion, on a pas mal de militaires aussi, c'est intéressant parce que les militaires, c'est la seule administration qui soit réformée, donc c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont fait et comment ils s'y sont pris. C'est vrai que c'est facile de réformer l'armée parce qu'ils obéissent. Donc, et donc on a fait ça aussi vraiment en concertation avec les citoyens. On est dans une logique de concertation, les citoyens peuvent compléter nos propositions, les noter, etc. Donc on construit vraiment, on est en train de faire les états généraux, là, de rédiger un petit peu les cahiers de doléances, quoi. On fait ça de façon constructive et positive pour avoir une sortie positive par le haut, essayer de faire toute la frustration qui s'exprime en France, s'exprime de façon positive et pas négative. Nous, on n'a qu'une peur, c'est que ça tourne mal. On veut éviter ça. Donc, parallèlement à votre vice-présidence de Nous Citoyens, vous avez révélé récemment que vous aviez un projet d'entrepreneuriat social. Et on aimerait savoir tout d'abord comment c'est possible. Vous êtes entrepreneur et on s'est demandé comment est-ce que c'était possible d'à la fois répartir au maximum la richesse créée et en même temps assumer seul tous les risques, puisque c'est le rôle de l'entrepreneur. Quelle continuité est-ce qu'il y a entre votre précédent travail d'entrepreneur et celui d'entrepreneur social ? La continuité, c'est que je sais être un entrepreneur classique, j'essaie d'apprendre à être un entrepreneur social, oui. Il y en a déjà beaucoup des entrepreneurs sociaux, c'est pas nouveau, je suis pas en train d'inventer quelque chose, c'est un modèle qui existe, il y a des gens qui font un travail remarquable, il y en a parmi nous d'ailleurs, un de nos vice-présidents, Thibaut Guilhuy, qui est diplômé de Sup de Paris d'ailleurs. Je ne sais pas s'il est passé par IPSU, enfin évidemment, mais je ne crois pas parce qu'il est nordiste.
Thibaut est un remarquable entrepreneur social. C'est le directeur général de Ares, qui est une grosse entreprise d'insertion en région parisienne, hein, dont tous les employés sont des gens qui ont eu des parcours cabossés et qu'il arrive à faire travailler sur des services logistiques, transport, préparation de commandes, etc. Enfin, c'est quelqu'un de remarquable, Thibaut, qui nous a aidé à faire des propositions d'ailleurs très, très concrètes sur ces sujets. Et donc j'essaye effectivement d'apprendre un nouveau métier d'entrepreneur social. Ce que je cherche à faire, je ne vais pas trop vous en dire parce que c'est un domaine sur lequel je ne communique pas beaucoup aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très jeune encore, qui est très naissant. En fait, j'ai réactivé un projet que j'avais initié en 2009 déjà, où j'avais commencé à travailler avec des ingénieurs de Nancy sur des problématiques de stockage d'énergie à base de technologies hydroélectriques, sur lequel on a conçu un process assez innovant, je pense, et sur lequel on a déposé des brevets. On a commencé à avoir des brevets en France, aux États-Unis, on espère en avoir dans d'autres pays. Et donc ça, c'est pas du tout social, hein, mais c'est quand même déjà intéressant parce que c'est une dimension environnementale. Hein. Le stockage de l'énergie, c'est un vrai problème aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui suivent ces questions-là, mais les énergies renouvelables, c'est quelque chose de formidable, hein, le solaire, l'éolien. Mais quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc c'est un problème. Or, les pointes solaires, elles sont à midi, et les pointes de consommation, elles sont à 18h. Donc il y a un décalage. Et donc il faut essayer de stocker l'énergie quand elle est plus disponible. Et puis ça pose des problèmes aussi quand il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent. Ça crée des phénomènes de saturation sur les réseaux électriques. Donc il faut aussi pouvoir absorber de l'énergie comme ça en pointe. Donc il y a pas mal de gens qui réfléchissent à ces questions avec des solutions de batterie, des solutions à base de solutions hydroélectriques, entre autres, ou de stockage de gaz souterrain. Enfin, il y a plein de choses qui commencent à émerger un peu partout dans le monde. J'étais aujourd'hui à une conférence internationale qui se déroule à Paris sur ce sujet-là, donc je commence à être un peu pointu. Et donc on réfléchit, nous, à une solution qui sera peut-être, probablement, une des solutions qui existera et dont on espère qu'on sera un des acteurs. Et alors la dimension sociale, c'est que cette solution, elle nécessitera des travaux qui pourront être relativement significatifs, des travaux de génie civil, de voirie. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que les sociétés qui mettront en œuvre ces solutions emploieront à hauteur de 15-20%, le plus possible, des gens issus de parcours cabossés. Et notre savoir-faire sera en fait de licencier du savoir-faire, de la technologie. On va pas envie d'être opérateur particulièrement, mais passer plus de temps et d'énergie sur la dimension sociale à sourcer ces gens-là et à les fournir aux sous-traitants qui effectueront ces travaux techniques. Et puis on s'engage à réinvestir 30% des profits dans des activités sociales. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire, mais c'est le tout début, donc je suis très prudent par rapport à la suite. Bien, merci Denis-Père. Notre entretien s'achève ici. Avant de laisser la parole à la salle, laissez-moi vous remercier encore beaucoup pour votre témoignage enthousiasmant, inspirant, et laissez-moi vous applaudir. Merci. Oula, déjà une question, deux questions, incroyable. Très bien. Soyons galants. Bonsoir, je me présente d'abord, donc Vania Misevic, je suis diplômée, IP 99, donc c'est une des doyennes, et j'ai fait l'ESSEC, donc je suis sortie en 2004. Voilà, donc après j'ai fait de la banque d'affaires, j'étais chez Lazare, chez HSBC, et ma question, en fait, je vais me faire un peu l'avocat du diable, quand vous avez dit qu'effectivement la France est une surdouée qui s'ignore et qu'on avait énormément de qualités, qu'effectivement on était perfectionniste, sans y être forcé, qu'on était bosseur. Je me demandais un peu quelles initiatives on pourrait donner, peut-être que les jeunes aujourd'hui ne savent pas encore ce qui est le revers de la médaille de l'entreprise et des grandes entreprises et des grandes banques d'affaires, qui est aussi de, quand on a tort, ne se pas servir, se faire couvrir par la hiérarchie et mettre des bâtons dans les roues de ce qui donne l'initiative, de ne pas répondre au courrier. Donc, qui est pas mal spécifiquement français, mais dans l'administration que vous avez fait à eux, là, je vous explique ce que ça donne. Donc, quels sont un peu les... je m'excuse un peu de
casser l'ambiance et d'étaler un peu ma vie, je fais ça un peu pour les jeunes et puis un peu pour leur dire qu'il y a un revers de la médaille et qu'effectivement, tout ce que vous avez dit est constaté et que sont les préparationnaires du public, du privé, et qui est la France des classes moyennes, est vraiment en train de disparaître, et que les gens qui se battent contre ça sont souvent seuls et souvent se font détruire. Alors la France des classes moyennes est en train de disparaître, oui c'est vrai, enfin c'est vrai. La mentalité du mérite, du savoir-faire. Oui, d'accord, compris. Ouais. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que le système aujourd'hui n'incite pas tellement à donner le meilleur de soi-même. J'en ai parlé dans l'administration, où encore une fois, je pense qu'on a la chance d'avoir du personnel vraiment de qualité. Quand on fait le choix de travailler pour l'État, c'est souvent avec un vrai sens de l'État et de l'intérêt général, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. J'ai vécu dans pas mal de pays, en Belgique, aux États-Unis. Quand on travaille pour l'État dans ces pays-là, c'est souvent le dernier choix. C'est rarement une vocation. Alors qu'en France, ça reste une vocation. Donc, par contre, le système ne pousse pas les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, on a des comportements, effectivement, qui ne sont pas appropriés, mais qu'on peut comprendre. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils arrivent, se défoncent, et puis ils comprennent assez vite que ça ne sert à rien, et que, voilà, il vaut mieux attendre des vieux, pour être promu. Donc, et c'est vrai, malheureusement aussi, après, toutes les entreprises ne sont pas non plus des modèles de management. Les grandes sont souvent très bureaucratiques aussi. Et puis, vous avez souvent une pression au court terme, mais qui est d'autant plus forte que la rentabilité étant compliquée en France, on va avoir une très très grosse pression au résultat à court terme. Et une pression qui va se traduire sur les fournisseurs, mais sur les employés aussi, très souvent. C'est vrai que moi j'ai beaucoup discuté récemment avec les patrons d'un certain nombre de grandes ETI françaises, belles ETI, qui sont des belles boîtes, qui ont démarré en France il y a 80, 100 ans, qui ont réussi aux quatre coins du monde souvent, et qui me disaient on réussit à gagner de l'argent en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, il n'y a qu'en France qu'on n'arrive pas à en gagner. Donc compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure, du poids des prélèvements, je ne l'ai pas dit, mais on a des prélèvements qui sont à peu près à 46 points de PIB en France, alors que la moyenne européenne est à 40. La moyenne, les Allemands font mieux que ça, mais la moyenne européenne est à 40. Pour faire à peu près la même chose que nos voisins, dans certains domaines, moins bien, en matière d'éducation, pour en parler si vous voulez. Mais 6 points de PIB d'écart, c'est considérable, c'est 120 milliards d'euros, c'est 4 budgets de la défense. Donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une pression considérable sur les marges des entreprises, parce que ces prélèvements supplémentaires, ils sont très concentrés sur les entreprises, et sur les plus fortunés, les gens qui gagnent le plus d'argent. Et donc, les entreprises génèrent très peu de marge en France, et donc il y a une énorme pression sur les salariés, pour essayer de sortir quand même un peu de rentabilité. Donc ça se traduit effectivement par une ambiance qui n'est pas toujours exceptionnelle, c'est sûr. Et puis encore une fois, voilà, il y a des boîtes qui ne sont pas super bien gérées, bien sûr, mais il y a une inertie, il y a une réussite historique qui fait que ça continue à ronronner, quoi. Juste un dernier point, je passe la parole. Effectivement, ce que vous avez dit peut-être sur les syndicats et les CE, c'est qu'actuellement, pour avoir fait des fusions-acquisitions, les très grosses sociétés françaises, juste pour expliquer, ils ont un rôle de concertation. Donc quand ils font et ça dans les timetables, quand vous faites du M&A, souvent c'est indiqué, et même j'ai travaillé sur des entreprises même où il y avait des organismes intergouvernementaux. Donc aujourd'hui, ils sont seulement concertés. Et c'est juste pour apporter une certaine précision, effectivement, ça changerait beaucoup la donne. Merci. Bonsoir, Alexandre Sarowski, je suis sorti d'IPSUP en 2004, j'ai intégré HEC dont j'ai été diplômé en 2008. J'ai 3 questions, une qui est importante, les 2 autres moins. J'ai écouté votre discours sur votre parti politique, j'ai l'impression que c'est un parti politique économique, il n'y a pas de jugement de valeur, mais j'ai l'impression que c'était vraiment axé sur l'économie. Quelle est votre position sur l'éducation et comment vous voyez l'évolution de l'éducation nationale et de la formation des jeunes, outre que les classes prépa et les grandes écoles de commerce? La seconde question est, que pensez-vous de la suppression des retraites chapeau? Et la troisième, pourquoi vous n'aimez pas l'INGP? Qu'est-ce qui vous a La troisième, je ne sais pas si j'ai la réponse, mais j'en ai pas mal parlé déjà. Mais sur la première, le commentaire déjà que vous avez fait sur le fait que c'est un parti économique, le principal problème auquel le pays est confronté, et toutes les enquêtes d'opinion le montrent, c'est le chômage en France.
Le deuxième problème, c'est les prélèvements, c'est le montant des impôts. C'est deux sujets économiques. Donc, comme... Pardon ? Chez les cadres, qui montraient qu'il y avait 3-4% de chômage, mais c'est le chômage frictionnel. D'où ma question. Oui, mais sauf que quand on interroge l'ensemble des Français, et nous on a vocation à parler à l'ensemble des Français, de très très loin c'est le chômage. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Et même si ça ne touche pas les cadres directement, ça va toucher leurs enfants, ça va toucher leurs voisins, ça va toucher leurs amis, leurs beaux-frères, bon, ils ne sont pas forcément cadres. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle on tient un discours qui est effectivement très économique, mais vous l'avez entendu, on parle aussi de solidarité, et d'une vraie solidarité, à la différence de beaucoup d'autres. Sur l'éducation, merci de me poser la question sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est passionnant, sur lequel j'ai passé pas mal de temps, que je connaissais mal, que je connaissais en tant que consommateur d'éducation, à la fois moi-même, puis mes enfants. Je connaissais mal de l'intérieur, j'ai passé pas mal de temps à regarder, et je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise. Ce que j'ai vu est effrayant. Ça ne s'applique pas à IPSU, évidemment, ça s'applique à tout le reste, presque, mais ça s'applique à l'éducation nationale. Mais on a un système qui coûte entre 20 et 30 milliards de plus que le système anglais ou allemand à population d'élèves équivalente. 20 à 30 milliards de plus. 30 milliards, c'est le budget de la défense, hein. C'est mon unité de compte. Hein. 30 milliards, c'est 220 000 hommes en armes, des chars d'assaut, des hélicoptères, des bateaux, c'est ça, 30 milliards. C'est ce qu'on dépense en plus par rapport à nos voisins. On pourrait se dire qu'en dépensant ça, on fait beaucoup mieux que les autres. Beaucoup, beaucoup mieux. Vous le savez peut-être, on ne fait pas du tout beaucoup mieux, on fait beaucoup moins bien. Beaucoup, beaucoup moins bien. PISA le montre régulièrement. Le dernier classement est sorti en novembre de l'année dernière, on l'a beaucoup commenté. On est le pays développé le plus inégalitaire aujourd'hui. Quand vous naissez pauvre en France, vous avez le plus de chances de rester pauvre. Il y a 150 000 jeunes, 1 sur 5, 20%, 20%. Taux de déchet de 20%, qui sortent chaque année sans diplôme. Qui savent ni lire, ni écrire, ni compter. 20% des élèves. Dans l'industrie, 20% de déchets, c'est juste inadmissible, incompréhensible. Et en plus, on a des profs qui sont parmi les moins bien payés d'Europe également, 30% moins bien payés que les profs allemands, par exemple. C'est un système qui marche sur la tête, en faillite complète. Alors quand on sait un peu comment il marche, on n'est pas surpris. J'ai rencontré récemment un ancien recteur d'académie, c'était l'ancien directeur de cabinet d'un ministre de l'éducation de droite, donc c'est des choses qui sont parfaitement connues de nos dirigeants politiques, qui m'expliquait comment ça marchait, comment la direction des ressources humaines marchait en particulier. Il me disait, moi, je pouvais promouvoir que 10% des gens que j'avais sous ma responsabilité. Le recteur, c'est le gars, c'est le patron. Je peux avoir que 10% de mes collaborateurs, sur des critères objectifs. Un prof d'histoire qui emmène ses élèves à Rome, un prof de maths qui s'occupe des décrocheurs, des gens remarquables. Je dis, ah bon Et puis en fait, il me disait, dans les faits, je peux en promouvoir réellement que 5%. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi Il me dit, parce que le reste, c'était les syndicats qui décidaient. Je dis, ah bon, c'était les syndicats Et je lui dis, sur quels critères Il me dit, sur la base de l'ancienneté dans le syndicat. Ah bah ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas. Donc nous, citoyens, et le seul mouvement politique à dire, les syndicats doivent sortir d'urgence de la DRH de l'éducation nationale et des hôpitaux où ils sont aussi. C'est inadmissible. Ça n'est pas aux syndicats de décider seuls de la promotion d'employés de l'éducation nationale et des hôpitaux. Ils n'ont même pas à décider. Même pas à décider. Ils n'ont rien à faire dans ces décisions. Ce sont des décisions de management. Ce n'est pas des décisions des syndicats. Les syndicats ont un rôle à jouer parfaitement légitime sur tout un tas d'autres sujets, de défense des salariés, mais n'ont pas à décider de la promotion. Ce qui explique la situation invraisemblable dans laquelle on est. Dans l'éducation nationale, vous faites des études économiques, vous connaissez ça probablement aussi, il n'y a pas de comptabilité analytique. 1 million de fonctionnaires, pas de compta ANA. On peut avoir un lycée qui coûte plus cher qu'un autre, ça peut être légitime, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a jamais de rationalisation de pourquoi un lycée va coûter plus cher qu'un autre. La moindre start-up française est mieux gérée que l'éducation nationale, à une comptabilité analytique. C'est juste effarant. Effarant. Alors je veux dire, c'est rassurant en même temps, parce que ça veut dire que quand on va s'en occuper sérieusement,
Ça va aller très très vite. Le potentiel d'amélioration est considérable. Là, on parle encore de management, mais c'est pas contre l'économie, le management et faire fonctionner un ministère comme une entreprise. C'est aussi une question peut-être de valeur, de revaloriser le statut de l'enseignant, VS, les métiers de la finance. Mais ça en fait partie, hein. C'est du management aussi. Hein. Ils sont sous-payés, ils ne sont pas reconnus. Les chefs d'établissement n'ont pas d'autonomie. Tout ça, c'est des questions d'organisation et de management. Ça revient à ça. Et les considérer, ça commence par bien les payer. Ça commence par bien les payer. Nous, on est favorable à ce qu'on ait moins de fonctionnaires, à commencer par l'éducation, mais mieux payés, ayant les moyens de travailler, et étant beaucoup plus motivés à travers des politiques modernes de motivation. C'est beaucoup des questions de management et d'organisation au bout du compte. Mais comme on a à la tête du pays des gens qui ne savent pas ce que c'est que le management de l'organisation, ou qui ne connaissent que les méthodes traditionnelles, encore une fois le GVT, n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise de leur vie, je ne dis pas qu'il faut gérer, je dis juste qu'on peut s'inspirer d'un certain nombre des principes et des valeurs, ce que font d'ailleurs ce qui se fait dans beaucoup de pays aujourd'hui. Et encore une fois, les marges de manœuvre sont considérables. Le jour où on s'en occupe, ça peut aller très très vite. Merci beaucoup. On va passer au cocktail maintenant. Je voudrais remercier encore M. Deniper pour cette conférence.